Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans Rencontre et Échange, nouveau numéro sur Delta Santé. On va encore parler de ces faits marquants de notre société. L'année nouvelle 2022 est déjà vieille de plusieurs jours et j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Djiri Tama. Il est député président du parti NET, le nouvel engagement togolais. C'est avec lui qu'on va réfléchir quelques questions brûlantes de l'heure de notre société et de ces temps actuels. M. Djiri Tama, merci une fois encore d'être présent sur mon plateau. Vous savez que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'est cela. Voilà. Alors avec vous, on va revisiter quelques faits marquants, en commençant par une année qui vient de s'achever. C'est vrai que 2021, c'est déjà dans l'histoire. Mais alors, y a-t-il un événement qui vous aurait marqué particulièrement, que ce soit national 2020, 2021, oui. Écoutez, vous savez que ça a été une année pour nous politiquement qui... on a beaucoup plus parlé du CNAP, qui nous a pris quasiment 6 mois. Et la deuxième partie du mois et de l'année a été consacrée à un certain nombre de textes. Mais je peux dire que 2021 a été une année, sur le plan politique, une année sans, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. C'est aussi l'année où on a vécu avec le début des coups d'État en Afrique. Et donc une grosse remise en cause. On va parler de l'ordre constitutionnel dans beaucoup de pays. Et peut-être de la naissance de quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais peut-être la naissance de quelque chose. Mais pour moi, je pense qu'au Togo, en dehors de ce que nos forces de défense ont perdu, vous savez qu'on a perdu 7 militaires au Mali. Donc en dehors de ces événements qui sont beaucoup plus tragiques, ça a été une année plutôt calme. Sur fond de Covid, sur fond de Covid, mais surtout sur fond de la vie chère. La Covid, bon, je pense que depuis 2020, on commence à être habitué. On vit avec, même si le Covid aussi est un effet accélérateur de la vie chère. Nous avons quand même, il faut le dire aussi, eu la chance que l'année 2021 n'a pas connu une accélération du nombre de décès dus au Covid. Ça a été plutôt bien contenu. Mais malheureusement, comme je le dis, à la place du Covid, on a eu la vie chère. Moi, j'ai fait des sorties sur le terrain. Et je pense que si on doit parler aussi de faits marquants, c'est vraiment cette inflation. Au mois de décembre, on était quand même un taux d'inflation de 4,1. Jamais remarqué au Togo. Le Togo, souvent, c'était 1,5. Mais là, quand même, un taux d'inflation de 4,1. On ne l'a jamais vu. Donc, peut-être fait marquant. La vie chère. Mais ça continue, c'est pas comme ça s'arrêter. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler comme un événement qui est passé. Non, puisque nous le vivons toujours. On est en plein dedans. C'est ça. On va revenir tout à l'heure. Le temps d'être un peu sportif. La CAN vient de prendre fin. Il y a 8 jours, le Sénégal est au sommet de l'Afrique. Que dire? Comment avez-vous vu ces moments de football qui nous a passionnés pendant 4 semaines durant? Trois choses. La première, c'est que le Cameroun a montré quand même que il avait la capacité d'organiser cette CAN-là. Les gens nous ont dit beaucoup de choses, les stades qui n'étaient pas à point, le pays, mais bon, en dehors des premiers jours, les stades étaient plus ou moins vides, mais le Cameroun, sur le plan organisationnel, a montré qu'il était prêt. Bon, donc première leçon. Deuxième leçon... Donc une victoire pour le Cameroun, une victoire parce qu'il était question même d'enlever la dernière minute. Voilà. Donc une victoire pour le Cameroun. Deuxième leçon, c'est que on a découvert que finalement, il n'y a plus de petites équipes. On y allait en se disant les Algériens allaient écraser tout le monde, Guinée-Bissau, Gambie, même Guinée équatoriale, on se demandait, mais bon, ça c'est des gens qui viennent juste pour faire la figuration. Comment on les appelle? Mais on s'est rendu compte que vraiment, même on n'a pas eu de match où quelqu'un a été écrasé ou quelqu'un a écrasé l'autre. Même pour des matchs où les scores parfois ont été de 3, 4, ça a été souvent quand même âprement. Et puis... une victoire de Sénégal qu'il a mérité. Moi, j'aime le beau jeu. C'est vrai qu'au départ, le Sénégal, on se disait, bon, ben voilà, c'était pas une équipe qui développait un très beau jeu. Mais au fur et à mesure, ils sont montés en puissance. Ils ont montré une résistance et quand même ils étaient intraitables en défense. Même s'ils ne marquaient pas beaucoup, ils ne prenaient pas de but non plus. Et puis, bon, ben, une belle finale. Je crois que le suspense a été jusqu'au bout. Mais à la fin, c'est quand même l'équipe qui méritait le plus. Quand on regarde par exemple la finale, le Sénégal a dominé le match de bout en bout. Et ça aurait été un vrai hold-up que l'Égypte gagne. Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres équipes. La Guinée avait une belle équipe, le Cameroun avait une belle équipe. Le Sénégal, il y avait beaucoup d'équipes. Le Burkina Faso avait une belle équipe. Et voilà, mais je crois que le Sénégal n'a pas donné sa victoire. Et puis quand on regarde aussi tout ce qu'ils ont eu par le passé, plusieurs finales ratées, je pense que c'est un jeu de retour. Et sur le moment, moi je dis le Togo est allé à la Coupe du Monde avec un coach nigérien et voilà, c'est que moi
Moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on pense qu'on doit forcément aller chercher des coachs étrangers qui nous coûtent très cher et on a eu le sorcier blanc ici, on sait ce que ça donnait. Donc, je sais pas, moi, ça me gêne toujours quand j'ai l'impression que plus de 60 ans après les indépendances, nous n'avons toujours pas encore confiance en nous-mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas de néocolonialisme, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais c'est que parfois, c'est nous-mêmes qui allons chercher les gens. Oui. Personne ne nous oblige. À prendre un sorcier blanc. À prendre un sorcier blanc. On a quand même des coachs qui... la preuve, c'est que le coach burkinabé, c'était un ancien policier. Un commissaire de police qui aimait le foot et qui est devenu entraîneur. Donc, quand on regarde sur même l'équipe nigériane, qui était très belle aussi, qui s'est fait surprendre, avec un coach local. Donc, en fait, quand on a regardé sur cette CAN-là, on se rend compte que c'est aberrant même aujourd'hui d'être obligé d'aller chercher des coachs étrangers, même s'il faut aussi préciser que nos pays doivent encourager beaucoup de nos coachs à aller chercher les diplômes internationaux. Parce que parfois aussi, c'est ce qui manque. On cherche un coach, mais il ne sait pas, il est peut-être bon, mais il n'a pas la CAF, par exemple, demande, ou bien même l'UEFA, la FIFA demande un niveau minimum pour entraîner, par exemple, une équipe nationale. Et parfois, ça pêche parce qu'on n'a pas les gens qui ont les diplômes afférents. C'est ça. Encore peut-être un dernier mot avec toute la polémique autour des joueurs, les stars africaines, que les clubs européens avaient du mal à libérer pour aller jouer leur Non, pays. parce qu'on ne nous respecte pas. C'est que vous savez. Mais là aussi, c'est qu'on ne nous respecte pas parce que nous aussi, on ne se respecte pas. C'est-à-dire que quand vous voyez même ce que parfois nous autres Africains, on a dit sur le Cameroun pour l'organisation de cette CAN, les gens ont l'impression qu'ils partaient à la brousse. Voilà. Donc, du coup, je pense que le respect des autres commence par le respect de nous-mêmes. Si nous-mêmes on se respecte, si nous-mêmes on se donne la valeur, si nous-mêmes on se valorise, ben oui, en ce moment-là, les gens nous respecteront. C'est vrai que c'est quand les gens vont organiser la Coupe en Amérique latine, personne ne retient Messi et consorts sous le prétexte qu'il a besoin de jouer dans son club. Souvent même, ils restent plus longtemps, mais personne n'a jamais fait une polémique sur le principe que quelqu'un allait rester plus longtemps. Donc, on nous respecte face à nous de faire en sorte. Mais je pense que quand on voit la qualité de cette CAN, et je pense aussi la qualité de la CAN qui vient encore, parce que là, c'est notre pays qui est spécialisé dans l'organisation, ça va être la Côte d'Ivoire. Oui. Je pense que ça va amener les gens quand même à comprendre que, vous savez, moi, je suis un afro-optimiste. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien en Afrique et qu'on doit cesser de parler d'Afrique de façon toujours négative, que les gens sont toujours dans l'insulte permanente. On a de bonnes choses qui marchent en Afrique, il y en a qui ne marchent pas, mais il y en a qui marchent. Et le Cameroun a apporté la preuve qu'on peut faire de bonnes choses aussi. C'est ça. Merci pour ce tout sportif. Hein. Non, moi j'adore le foot, je suis resté... heureusement que tu es en intersession, donc il y a beaucoup de jours où je ne suis pas sorti de chez moi rien que pour le match de la CAN. C'est ça. Très bien, alors vous l'évoquiez tout à l'heure, la question de la vie chère, une préoccupation d'actualité pour le Togo. Vous avez dit que vous avez fait une sortie sur le terrain. Qu'avez-vous constaté concrètement dans cette flambée, dans cette fluctuation, dans cette inflexion? Bon, la première, c'est que c'est l'année dernière que j'ai fait la sortie, c'est qu'en fin d'année. Et cette année, je suis toujours sur le terrain. La semaine dernière, j'étais dans l'Est Mono. Vous imaginez que nous sommes juste, rien qu'en janvier, février, le maïs est déjà entre 800 et 900 le bol. Bon, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, qui n'ont aucune idée du bol, au fait, aujourd'hui, au Togo, le bol tourne autour de 2,5 kg. Donc, quand on dit par exemple que le maïs est à 900 le bol, il faut partir du principe que le kilo traîne déjà autour de 200, même quasiment 300. Pour plus de 300 d'ailleurs. Donc, plus de 300, on est à 316, 300, 325. Donc, en réalité, avoir un maïs qui coûte à ce prix-là, alors que le maïs est le principal, la base alimentaire des Togolais, souvent on obtient ce truc-là en période de soudure, c'est-à-dire qu'autour de juillet, août, voire septembre. C'est-à-dire qu'au moment où le nouveau maïs commence à sortir, va commencer à sortir, et que l'ancien est encore là. Donc, c'est quand même quelque chose de dramatique. Mais il ne s'agit pas que des produits locaux. Parce qu'il s'agit que des produits locaux, on va dire, ok, par exemple pour le maïs, l'une des explications dit, depuis que les paysans ont vu que le soja rapporte plus, ils cultivent plus le soja. C'est ça, que le Donc, maïs. Voilà, que le maïs. Donc ça peut être une explication. Mais le problème, c'est que l'huile, qui était à 800, aujourd'hui à 1400, voire 1600. L'huile importée. L'huile importée. Le petit sachet de spaghetti bonita multiplié son prix par 3. C'est-à-dire que toutes les denrées, qu'elles soient alimentaires, et le pire, même celles qui ne sont pas alimentaires. Par exemple, quand vous prenez le fer, le fer a doublé de prix. Voilà. Donc, quasiment tout a multiplié, doublé, triplé de prix. Et ça, c'est quand même très grave.
Parce que je ne sais pas, vous savez, bon, toutes les populations nous disent, mais le SMIC n'a pas changé. C'est-à-dire qu'aucun salaire n'a bougé. Donc quand c'est le cas, c'est quoi? C'est les populations qui souffrent. Et aujourd'hui, toutes les populations souffrent. On commence à avoir déjà beaucoup de familles qui mangent qu'une fois par jour. Et le constat a été fait par le gouvernement. Le chef de l'État a parlé de cette inflation avec quelques mesures qui ont été annoncées. Comment la jugez-vous? Est-ce que ça permettra de juguler cette crise de flambée de prix? Bon, d'abord, c'est que la mesure disait... Pour les fonctionnaires, on augmente, on donne 1 mois de salaire. Et puis on demande... En forme de prêt. En forme de prêt, bien sûr. Et on demande au secteur privé d'en faire autant. Moi, je suis chef d'entreprise. Mais... Vous en avez fait? Non. Je vais trouver où cet argent-là. Parce que, en fait, on vous demande au mois de janvier de doubler votre masse salariale. Vous la trouvez où? Ce n'était pas dans vos prévisions. Ce n'était pas dans vos prévisions. Vous la trouvez où? Et vous la trouvez où? Et puis, moi-même, quand j'ai consulté certains de mes employés, ils m'ont dit, si c'est pour que ça soit commencé à être prélevé au mois de février, il faut mieux laisser tomber. Parce que, supposons un fonctionnaire qui était sous prêt. Il est sous prêt, on lui coupe, supposons on lui coupe 30% de son salaire. Et il est sous prêt. Donc, s'il y avait 100 000 francs, on lui coupe 30%, il lui reste quoi? Il lui reste 70 000. Maintenant, on lui dit, écoutez, on vous donne le mois de décembre, 1 mois supplémentaire, et puis on va commencer à vous le couper à partir de janvier. Donc, ça veut dire qu'on vous coupe 1/12 de votre salaire, tous les mois. Donc, vous imaginez 1/12 de votre salaire, ça va tourner autour de, en pourcentage, ça va tourner autour de 8%. Donc, les 30%, on enlève encore 8%. Donc, ça fait, si on arrondit, ça fait 40%. Alors que vous retrouvez pendant une année avec 60 000 francs. Mais, peut-être même les 10% là, c'était le loyer. Et comme l'homme et l'argent ne restent pas ensemble, parce que moi, quand j'ai parlé des gens, on dit oui, mais si tu n'es pas intéressé, quand on te donne, ne touche pas, et on va prendre ça. Vous connaissez quelqu'un qui dort avec l'argent. Dès que vous avez 1 mois supplémentaire là, vous allez avoir un problème qui n'était pas prévu, qui va arriver, que vous allez enlever. Moi, j'aurais préféré que, hypothèse numéro 1, au départ, je me suis dit non, le gouvernement fait ça peut-être juste pour nous tromper. C'est un 13e mois. Mais comme il y a les banques mondiales et tout ça, là, ils regardent dans nos affaires. Donc, on dit ça comme ça. Eh ben non, parce que janvier, nous qui sommes députés, qui sommes donc plus ou moins payés par le Trésor, on a profité de la mesure, mais en janvier, c'est passé, le couperet est passé. Vous avez pris aussi? Nous, on a pris, mais on commence aussi à nous couper. Personnellement, pas le député que vous êtes, non, c'est que ça a été coupé sur les trucs des policiers. Mais non, c'est que, en fait, moi, j'aurais voulu que ce soit une mesure qui soit proposée de façon volontaire. C'est ça. C'est une bonne mesure, je ne dis pas non. Mais de façon volontaire. Il y a des gens qui vont dire je prends, il y a des gens qui vont dire déjà vu ce que je rembourse à la fin du mois par rapport à mes prêts. Parce que le fonctionnaire togolais là, c'est prêt. Oui, il n'y a pas que il y a plusieurs types de prêts d'ailleurs. Oui, il y a le prêt réglementaire, le prêt complémentaire. Il y a le prêt scolaire, le prêt. En fait, c'est que les banques là, tous les 2 mois, on te propose un prêt. Tu prends un matin, tu te rends compte, tu vois ton salaire, ta feuille de solde, tu avais 100 000 francs, il reste 30 000 francs, tu dois t'as triché. On te fait sortir tous les prêts que tu as pris. Et toi, tu ne comprends rien. Donc, bon, voilà. Et puis, je pense qu'aujourd'hui. Donc, cette mesure de prêt, là, n'était pas. Je pense que non, les gens ont pris. Voilà, les gens ont pris, mais le truc, c'est que si à partir du mois de janvier, on vous le prélève, donc ça veut dire que, en fait, tant que c'était à la condition que le problème de la vie chère disparaissait à partir du mois de janvier. Là, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est que c'est maintenant même que la vie chère là, est en train de monter en puissance. Donc ça veut dire que tu as mangé ton argent de décembre, 1 mois supplémentaire parce que c'est la fête. Maintenant, tu commences à rembourser et c'est en ce moment-là que les produits coûtent encore plus cher. C'est ça. Donc, c'est double punition quasiment. Bon, moi, j'aurais préféré tout simplement qu'on dise, voilà, ou bien qu'on puisse continuer à subventionner davantage certains produits. C'est vrai que les produits pétroliers sont subventionnés. Continuer à subventionner davantage certains produits parce que là, c'est vraiment chaud. Le maïs a 900 000 francs au village. À Lomé, ici, il est aussi déjà à 1000 francs. Ça va être compliqué. C'est ça. Et la question du contrôle des prix sur le marché, parce que c'est l'une aussi des mesures qui a été proposée pour aller sur le marché contrôler les prix. Oui, mais bon, le ministre du Commerce a lancé ça, mais moi, mis un numéro. Mais nous sommes dans un système libéral. Nous sommes dans un système libéral où le marché respecte la loi de l'offre et la demande. Si tu dis, OK, bon, moi, prenons même le cas de l'huile. OK, la personne a acheté son huile. Il le met sur le marché, c'était 800. Avant, maintenant, c'est devenu à 1400.
On dit oui, mais écoutez, normalement, actuellement, l'huile devait être plutôt à 1200. Et la personne dit, on va vendre pour toi à 1200, on va voir. Quelle est la contrainte? Qu'est-ce qu'on fait? On saisit ta marchandise parce que tu vends plus cher. Surtout que la plupart du temps, le prix là, il est aligné chez tous les commerçants. C'est pas que quelqu'un vend moins cher. Quand vous arrivez, qu'est-ce que nous tous on fait? Qu'est-ce que nous tous on va au marché? Quand tu vas, on te donne un prix, tu dis c'est trop cher, tu vas aller chez l'autre. Tu vas chez l'autre, c'est la même chose. Aucune personne ne va au marché et achète chez le premier venu. Quand tu arrives, tu prends le prix ici, tu vas chez la deuxième personne, tu vas chez la troisième personne, et tu vois que parfois même, tu te rends compte même que la première personne que tu as vue là est moins chère. Aujourd'hui, à demain de 500 francs, ça ne fait même pas le petit, c'est-à-dire que le petit sachet de 25 francs là, ça ne remplit pas. Je ne parle pas de la tomate. Aujourd'hui, la tomate, c'est devenu, si tu manges chez toi et puis tu as la tomate dedans, tu vas même demander à ton épouse quel miracle elle a fait pour trouver ça. Donc, tous les denrées, et alimentaires et non alimentaires, ont augmenté de prix. La seule chose qui n'augmente pas de prix, c'est les salaires. C'est ça. Et nous, les privés, on ne peut pas augmenter les prix parce que tu vous as les impôts, le marché ne marche pas parce que les gens n'ont pas l'argent pour acheter. Et beaucoup de sociétés ferment à cause en partie aussi du Covid. D'où le plaidoyer de la représentation nationale, parce que c'est vous qui êtes nos représentants. Nous, on fait, oui, bon maintenant, après, plaidoyer, oui, bon. Vous savez, quand vous avez une Assemblée nationale qui est comme d'habitude, de toute façon, qui soutient le gouvernement, c'est pas toujours évident. C'est ça. Voilà, nous on peut faire des plaidoyers au niveau de l'opposition, mais le vrai plaidoyer de l'Assemblée nationale aurait été par exemple une résolution, une recommandation. Mais c'est un peu compliqué. Nous on le fait régulièrement, pas des interpellations. J'ai interpellé le ministre de l'Agriculture sur le prix du maïs, en disant pourquoi est-ce que l'ANSAT, par exemple, ne peut pas casser ses prix pour permettre aux gens d'aller plutôt prendre la l'ANSAT. J'ai saisi le ministre du Commerce sur la hausse des prix. Bon, les réponses qu'on vous donne, on dit que ce n'est pas uniquement au Togo, c'est partout ailleurs. Même si comparaison n'est pas raison, c'est souvent une réponse qu'on te donne en disant, écoutez, même au Togo, on fait mieux parce que si vous allez au Bénin, le prix du kilo du maïs ou bien du riz est plus élevé. Sauf que personne ne dit qu'au Bénin aussi, les salaires sont légèrement plus élevés. C'est ça. Voilà, et c'est dans ce contexte que la question de l'impôt sur l'immobilier, sur les locations, les taxes là... La taxe d'habitation. D'habitation, pardon, a été donc réactivée ou activée. Non. En réalité, la taxe d'habitation a toujours été perçue. C'est ce qu'il faut, je me permets de l'expliquer à nos concitoyens qui nous suivent. La taxe d'habitation a toujours été perçue. Sauf que, comme on ne peut pas fermer une maison, domicile privé, comme on ferme une société, donc les sociétés payent la taxe d'habitation dans le corpus des impôts qu'ils payent. C'est ça. Et donc, on prélève pour donner aux collectivités. Par exemple, quand l'année dernière, on a annoncé partout que Golf 4 a reçu plus d'1 milliard, sur le 1 milliard, là, il y a ce que l'OTR verse comme taxe d'habitation perçue, mais au niveau des entreprises. Parce qu'au fait, l'entreprise vient dire, je suis dans tel bâtiment, on regarde la configuration du bâtiment, on dit, ce bâtiment-là, là où vous êtes, vous devez payer la TH de ce truc-là. Autrefois, quand il fallait même faire les tours pour créer sa société, quand tu arrivais, on te demandait aux impôts, où est-ce que ta société est implantée? C'est une pièce, c'est deux pièces, c'est machin truc. Et quand tu donnais, on calculait la taxe d'habitation que tu payais. Et que tu es supposé payer toutes les années. Puisque la taxe d'habitation est payée par an. C'est par an. Voilà. Sauf que, comme l'État cherche à agrandir son assiette fiscale, donc regarde, écoutez, il y a une taxe que je n'avais pas à percevoir, c'est la taxe d'habitation. Comment il fait pour la percevoir? Je ne peux pas aller fermer les maisons en disant fermer pour cause de non-paiement d'impôts. D'abord, les gens vont déchirer, ça c'est clair. Et les gens vont sortir coudre sur les gens qui vont venir fermer leur maison sous le prétexte qu'il y a de tout. Donc, ils ont imaginé quelque chose. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas nous passer? L'eau et l'électricité. Et qu'est-ce que tout le monde a dans sa maison, dans sa chambre? C'est l'électricité. Parce que l'eau, tu puises dans le quartier. Tu as un truc, un compteur pour toute la maison. Mais l'électricité, chacun a son sous-compteur. Donc, ils ont imaginé, les gens là, ils réfléchissent. Ils ont imaginé, ils se sont dit, si on annexe la perception de la taxe d'habitation à la facture d'électricité, tout le monde sera obligé de payer. Et de toute façon, on ne demande pas l'avis de tout le monde. De toute façon, ça se retrouve, on coupe. Parce que quand tu as ta facture, tu ne peux pas décider sur une facture d'électricité et dire, bon, moi je paye uniquement ce que j'ai consommé,
Mais je ne paye pas la tête. De toute façon, on ne te remet pas le courant. C'est comme la redevance sur l'éclairage public. Oui. Nous tous on paye. On la paye, oui. Que tu aies l'électricité ou pas, beaucoup de personnes payent alors qu'ils n'ont pas de lampadaire devant chez eux. Dans leur quartier. Dans leur quartier. Ah, mais ils payent. Certains même n'ont pas d'électricité dans leur quartier, mais ils payent. Donc, ce qu'ils ont imaginé, c'est de dire, on le met sur la facture. Donc, voilà. C'est la nouveauté. La taxe d'habitation a toujours existé. Il n'y a pas eu une nouvelle loi imposant la taxe d'habitation, mais c'est la perception qui s'est ajoutée sur la facture de la sûreté. Donc, c'est ça, c'est ce qui est nouveau. Rencontre échange, nouveau numéro, nous parlons de ce fait chez nous avec la vie chère, la flambée des prix des premières nécessités, des denrées alimentaires sur le marché. Ritama, député, président du Nouvel Engagement togolais, est mon invité. C'est avec lui que nous faisons le tour de ces questions. Autre préoccupation, c'est la question sécuritaire. Avec les djihadistes à nos portes cette semaine, encore où c'est 48 heures, le Bénin en a été encore frappé. Et nous, jusque-là, apparemment, nous sommes épargnés. Bon, nous ne sommes pas épargnés, on n'a pas encore de victimes. Mais nous avons déjà eu une incursion dans un village, dans le Kengal. Donc voilà, ils sont là. Tout le monde sait qu'ils sont là. Si vous connaissez un peu le Kengal, vous savez que c'est quand même une grande préfecture avec beaucoup de zones qui sont des zones sahéliennes, où il n'y a pas vraiment de villages et qui sont souvent même très difficiles à contrôler. Et on a donc cette zone de 3 frontières au nord du Bénin, entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, qui est une zone quand même où les groupes terroristes sont très actifs, très actifs aussi, et plutôt. Et donc, oui, c'est pas la première fois qu'ils font une incursion au Bénin, mais quand on regarde ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus. C'est pas une attaque directe. Oui. Les véhicules ont sauté sur des engins explosifs improvisés. Donc, c'est pas que il y a eu un affrontement, mais c'est pas des animaux qui mettent des engins explosifs. Donc, ils le mettent parce qu'ils savent que les patrouilles vont passer par là. Ils veulent empêcher que les gens utilisent ces axes pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans la région. Parce que quand une zone est minée, vous mettez soit beaucoup plus de temps. C'est ça. Parce que pour déminer une zone, c'est compliqué. C'est quasiment, vous faites 5 km par jour, quoi. Parce que même avec des engins, il faut aller doucement. Ou alors pouvoir la protéger en permanence, ce qui est quasiment mission impossible. Donc voilà, donc oui, moi je dis qu'il faut juste qu'on s'attende à ce que ça nous arrive. Ça nous arrive. Tous ces pays-là vont être... Ça va arriver, on ne sait pas, c'est comme dans la Bible, on ne sait pas quand, mais c'est que ça finit par arriver. Et ils ont des bases arrière, c'est ça aussi le problème, parce que la zone du Bénin qui a été touchée, eh bien c'est une zone de repli pour eux. Oui, ben en fait le problème c'est quoi? C'est que c'est des gens qui sont sur des moyens très légers, ils se déplacent à moto, donc une moto peut prendre des sentiers, ce qu'une voiture ne peut pas faire. Et ils sont quand même des gens qui sont très rustiques, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour vivre, ils n'ont pas besoin d'avoir des tentes, des machins, trucs. Et puis, ils ont parfois aussi la complicité de la population. Que ce soit une complicité passive, par peur de représailles, ou bien une complicité active parce que les gens s'identifient à leur combat. Donc, c'est très difficile. Et ils sont souvent, comme on le dit, dans des zones qui sont très larges. C'est-à-dire que si vous prenez même un hélicoptère, d'en bas, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, ils sont très difficiles à combattre. En fait, je rappelle quand même à tous ceux qui nous écoutent quand même que la plus grande armée du monde, à savoir les États-Unis, ont fait 20 ans en Afghanistan. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils sont repliés, ils sont partis. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que, comme un peu en Somalie, les gens ils sont alignés pour faire la guerre. Vous aussi, vous êtes alignés pour faire la guerre, vous tirez dessus. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle les batailles asymétriques. On ne voit jamais l'ennemi. On le voit, c'est-à-dire qu'il vient, il fait le coup de force, il disparaît. Et c'est très difficile. Donc maintenant, c'est vrai que le nord, des zones comme le nord du Bénin servent de raison de repli. Parce que quand les gens, avec peut-être aujourd'hui le Barkhane, ainsi de suite, descendent sur le sud du Burkina Faso et du Niger pour combattre ces troupes-là, elles se replient au Bénin. Et puis après, elles ressortent. Donc ça va être difficile. C'est ça. Venons à cette question de l'Afrique de l'Ouest, cette épidémie de coup d'État.
Le printemps des coups d'État. Le printemps des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Alors, quelle explication peut-on en donner? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que ça ne se passe pas dans des pays où la démocratie semble aller. Tous ces présidents qui ont été déçus, enlevés par le coup d'État, c'est des pays où on a fait des élections et ils sont là. Bon, on doit peut-être de la Guinée. De la Guinée, oui. On avait quand même un président qui était un peu trop boulimique. Oui, qui a fait moi, je pense que oui. c'est l'échec, au fait, de notre mode de gouvernance. À deux niveaux. Au niveau de la force des institutions et aussi au niveau de la formation de nos officiers. Je pense que c'est à ces deux niveaux. C'est-à-dire que normalement, un pays où les institutions sont fortes, l'armée n'a pas le droit de remettre en cause ces institutions. Et puis, le deuxième élément, c'est que les militaires, par leur formation, devaient savoir que quels que soient les problèmes qu'il y a, au fait, l'autorité civile est au-dessus de l'autorité militaire. Qu'on peut exposer des problèmes, ainsi de suite. Parce que quand on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart de ces coups d'État sont passés, certes, Dieu merci, sans effusion de sang, mais en réalité sans aucune résistance. Alors, on dit souvent que les présidents, là, ils ont été pris comme des poules. Voilà, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on a entendu qu'un président a résisté. On a eu, de par le passé, des coups d'État où la personne reste dans son palais, ça dure plusieurs jours. Mais là, c'est que bon, on vient, les militaires se lèvent le matin, disent ça va comme ça, on prend la personne. Donc c'est. On a l'impression qu'on s'arrange avec la protection rapprochée des. Oui, donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est un échec, au fait, non seulement de la gouvernance, mais en réalité de l'appareil sécuritaire. Parce que moi, j'ai toujours, par exemple, été opposé au régiment de garde présidentielle. Je trouve qu'un président est protégé d'abord par son peuple et par une unité, dans d'autres pays, c'est le Secret Service, tout ça. Mais avoir un régiment spécialement, et dans certains pays même, c'est des régiments ethniquement sélectionnés, tout ça. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Les militaires sont faits pour faire les missions qui informent à l'armée dans un pays. Mais pour autant, on se rend même compte que même ces régiments dans le truc ne constituent pas des remparts pour protéger les présidents. Donc voilà, donc un échec des institutions parce que les institutions ne sont pas suffisamment fortes pour garantir la stabilité dans le pays, mais un échec aussi, je pense, de la formation des officiers qui aujourd'hui peuvent décider comme ça. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas content, je vais descendre le président, je vais gonfler mes muscles. Et là, pour le moment, on ne peut pas dire. Vous savez, dans le passé, on a eu ce qu'on appelait le coup d'État salutaire. Salut Jobo au Niger. Il décide tout simplement parce que Tandja a commencé son délire, qui veut prendre 3 ans supplémentaires. Le type, il fait le coup d'État. Il se donne quelques mois, il gagne les élections et il disparaît. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains, si vous lui dites Salut Jobo, ils ne savent même pas qui c'est. Konaté en Guinée. Quand Camara a fait son machin truc, quand il a pris le pouvoir, il a organisé les élections, il s'est effacé. Aboubakar Salam Ouaké au Nigeria avec Sani Abacha. Quand Sani Abacha a fait son truc, il a pris le pouvoir, il a organisé les élections, il est parti. Donc ça, c'était plutôt ce qu'on appelle à la limite des coups d'État salutaires. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est une situation soit insurrectionnelle ou bien une situation qui n'est pas commune, et un militaire vient, il fait son coup, il organise les élections, il s'en va. Mais ce n'est pas son rôle là, en réalité. C'est ce que je dis dans des situations comme celle que j'ai citée. C'est-à-dire qu'avec Camara, avec Sani Abacha, avec Tandja. Ok. Aujourd'hui, si par exemple le colonel Doumbouya organise les élections dans les mois qui viennent et laisse le pouvoir des civils, on l'applaudira, on dira c'est un coup d'État salutaire. Maintenant, quand on vient dans les deux autres cas, à savoir le Mali, où on avait un président qui était en train de finir son mandat, qui n'a jamais exprimé son envie de s'éterniser au pouvoir, où on a un président au niveau de la Côte d'Ivoire, qui était en train de finir son mandat, qui a été élu avec l'acclamation de toute la classe politique. Le chef de file de l'opposition l'a salué et est même rentré dans le gouvernement. Et il y a un coup d'État, en fait, là, c'est un vrai échec des institutions. Parce que la question que nous tous on se pose, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va organiser les élections, on va donner ça à un civil, et 4 ans plus tard, ou bien 3 ans plus tard, on va faire un coup d'État. Comment est-ce qu'on arrive à faire une parade par rapport à ça? C'est pour ça que certaines personnes, je peux à la limite être d'accord avec elles, qui disent qu'il faut peut-être que l'Afrique pense à un autre modèle de politique. Parce que si c'est pour faire ce qu'on fait là, si on prend le cas du Mali, en 99, ATT, fait un coup d'État. Il organise les élections. Alpha Omar Konaré gagne ces élections. Donc, ce qu'on peut appeler aussi
coup d'État salutaire. Et une fois que Alpha Oumar Konaré prend le pouvoir, après les 2 mandats d'Alpha Oumar Konaré, c'est ATT lui-même qui démissionne, qui se présente et qui gagne. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est ATT qui subit un coup d'État. Donc, en réalité, aujourd'hui, les coups d'État ne sont pas un moyen d'éviter des coups d'État plus tard. Parce que même quand on prend le cas de la Guinée aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que Dadis Camara fait son coup d'État, Alpha Oumar Konaré vient prendre le pouvoir. Sekouba Konaté reprend le pouvoir avec Alpha Oumar Konaré, organise des élections, Condé vient, et puis, qu'est-ce qui se trouve après Condé? Un nouveau coup d'État. Donc c'est un cycle. Et ce cycle-là, je ne sais pas comment on va sortir de là, mais c'est un vrai échec de la démocratie et de la gouvernance dans les États de la CEDEAO, qui sont malheureusement pour le moment que francophones. C'est ça. Et c'est la réaction de la CEDEAO aussi qui étonne, qui surprend, parce qu'on trouve qu'elle fait, n'est-ce pas, le paupier après, n'est-ce pas, le médecin après la mort, parce qu'en réalité, il y a des trucs qu'on peut anticiper qu'on n'a pas fait. On a vu le cas de la Guinée, par exemple. Lorsqu'on voulait traiter la Constitution, la CEDEAO peut intervenir. Non, le problème c'est que la CEDEAO est pour une démocratie formelle. C'est-à-dire que moi, j'écoute beaucoup de personnes qui fusillent l'attitude de la CEDEAO. C'est un peu comme vous êtes dans une famille, dans une concession, et vous établissez la règle. C'est quand quelqu'un contrevient à une des règles que vous sanctionnez. Malheureusement, aujourd'hui, le 3e mandat n'est pas une infraction dans la CEDEAO. Ça aurait dû l'être, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a une charte qui en parle, non? Non, mais pour le moment, ce n'est pas encore une infraction. La charte de la bonne gouvernance ne limite pas le nombre de mandats. La charte de la démocratie et la bonne gouvernance ne limite pas le nombre de mandats. Donc, tant que ce n'est pas une infraction, vous convenez avec moi, par exemple, aujourd'hui, dans notre code pénal, si quelque chose n'est pas dressé comme une infraction, on ne peut pas punir quelqu'un en fonction de cette infraction qui n'existe pas. Donc, moi, je dis que la CEDEAO doit aller plus loin, en limitant le nombre de mandats à 2. Et elle serait plus crédible. Mais tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas. Et puis la CEDEAO vous dit, bon, c'est vrai qu'il fait un 3e mandat, mais dans leur constitution, c'est prévu qu'il faut faire un référendum. Il a fait un référendum. On peut remettre en cause tout le référendum. Il y a des référendums en Côte d'Ivoire où on avait moins de 20% de personnes qui ont participé. Maintenant, le référendum, à partir du moment où il n'y a pas une limite de personnes. Donc, la CEDEAO est beaucoup plus dans ça. Aujourd'hui, moi, je pense que la CEDEAO doit aller plus loin. Mais tant que quelque chose n'est pas identifié comme une infraction, la CEDEAO ne peut pas agir. Voilà, donc c'est ça. Quand on dit, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas agi en Guinée, mais c'est que pour le moment, malheureusement, tant qu'on a organisé un référendum, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une infraction, malheureusement. Et normalement, de toute façon, moi je pense que le référendum doit être une possibilité laissée à un pays d'exprimer ses intentions. Maintenant, quand est-ce qu'un référendum est légitime et quand est-ce qu'il n'est pas? Qui détermine la légitimité, par exemple, d'un référendum? C'est ça la question. Et les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, on en a beaucoup parlé. Oui, moi j'ai été fusillé même en disant comment je soutiens les sanctions. En fait, pour moi, les sanctions, l'excessivité des sanctions était un moyen d'aboutir rapidement à un retour à la normale. Moi, je suis, à la limite, étant un politicien légaliste, je considère que l'expression du peuple est la meilleure expression. Et tant que nous ne sommes pas dans une situation d'expression du peuple, par la voie des urnes, parce que c'est le moment, ce qu'on a trouvé pour le moment, on est dans une mesure d'exception. Donc, pour moi, j'ai appréhendé les sanctions de la CEDEAO comme un moyen de mettre une grosse pression sur la junte. Mais je rappelle aussi que nous, au Togo, on a eu la même chose en 2005. En 2005, quand il y a eu la fameuse nuit où les gens ont changé de poste sans rien de temps, la CEDEAO nous a suspendu des institutions, blocage, boycott, comment on appelle ça, blocus sur les armes, ainsi de suite. Et qu'est-ce que le Togo a fait? Recule, rapidement. Ça a été le cas sur la Guinée-Bissau, pareil. Donc, beaucoup de pays, même ça a été à la limite même le cas sur le Mali. Après le coup d'État du 20 septembre 2020. Le premier. C'est-à-dire que, on te met la pression, tu recules, tu rentres dans le droit, tu dis, OK, j'organise, pour le Mali, c'était avoir un chef un premier ministre, un président civil. Ça a été aussi le cas pour le Burkina Faso à l'époque. Donc, OK, même le Mali, après le coup de Sanogo, c'était pareil. On a dit, écoutez, vous nommez un civil,
On a, à l'époque, c'était Dioncoda Traoré. Pour le Mali, c'était Ousmane et Badiao. Et donc, souvent, la CEDEAO met la pression. Les gens font un recul. Et puis après, on gagne les élections. Parce que même quand vous prenez la constitution malienne, elle le dit, la souveraineté appartient au peuple. Par le biais du référendum ou par le biais de ses représentants qui sont le président de la République et ou l'Assemblée nationale. Donc, le problème, c'est de dire la CEDEAO étant dans sa démocratie formelle, a pensé qu'en mettant une grosse pression, les choses allaient changer. Sauf que, ils ont fait un mauvais calcul. Les Maliens résistent plus qu'ils le prévoyaient. Et donc, actuellement, nous sommes dans une impasse. C'est ça. Dans une impasse. Il y a des tentatives de médiation qui sont en oui, cours. Bon. On cite souvent notre pays, le Togo. De vous à moi, aucun pays ne peut résister à la pression que la CEDEAO a mise, surtout en passant par l'UEMOA. Parce qu'aujourd'hui, l'indépendance dont nous parlons là, elle est relative. Personne ne peut vivre en autarcie. Surtout pour les pays pauvres comme nous sommes, dont parfois entre 30 et 40% de notre budget vient de l'extérieur. Donc voilà. Donc je pense que tout le monde a fait les braves, que ce soit les Maliens ou la CEDEAO. On se rend compte que c'est une impasse. Donc il y a un groupe qui a mis en place, où le Togo fait partie, qui vont certainement trouver le moyen d'accorder les violons et proposer sans aucun doute une transition plus raisonnable. C'est ce que les Russes disent, c'est ce que les Algériens disent. Tout le monde dit transition raisonnable. Bon, vous savez, moi j'ai... Oui, transition raisonnable vers les élections, qui ne sont pas forcément les solutions à nos mots. Vous savez, Churchill disait, il faut appeler le nom comme les Américains, les Anglais. Churchill disait, la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais c'est le seul qu'on a. La démocratie n'est pas une solution. La démocratie n'est pas une solution. Vous imaginez, on a fait les élections présidentielles en France en 2012 et Hollande avait 51%, Sarkozy avait 49%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 points qui les séparent. Et Hollande devient le président de tous les Français. Ça n'a pas de sens, parce qu'il y a 49% qui ne le soutiennent pas. C'est ça. C'est pas un bon système. La règle de la majorité. Oui, c'est pas forcément un bon système. Mais même quand on va aller plus loin, les élections, je prends les élections françaises de 2017. Écoutez, Macron, au premier tour, était à quoi? À 22%. Donc ça veut dire que vous avez que 22% de la population qui soutient votre président. C'est-à-dire que vous avez 78% qui ne sont pas pour lui. Et il devient président de tous les Français. Donc ce n'est pas un système, ce n'est pas le meilleur système. Mais c'est celui qu'on a inventé, c'est ce qu'on a. À la limite, on peut se dire, ok, ça c'est ce que les Blancs ont inventé. Est-ce que nous, avec nos traditions, notre culture, est-ce qu'on se retrouve dedans? J'en sais rien. Mais pour le moment, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le monde entier a plus ou moins pris ce système-là. Et même les Chinois, malgré qu'ils sont dans un système communiste, ils ont une élection et ils ont une limitation de mandat. Par exemple, la limitation de mandat. Si on veut prendre la définition originelle de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la limitation de mandat est une hérésie intellectuelle. Parce que si le peuple continue à te soutenir, pourquoi limiter? C'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que si on prend la définition originelle, il ne doit pas avoir de limitation. Je rappelle que Roosevelt était à son 3e mandat et il est mort. S'il n'était pas mort, il aurait pu faire 4 mandats ainsi de suite parce qu'il avait un plébiscite. C'est ça. Je rappelle aussi, parce que moi j'aime venir à ces émissions pour faire la pédagogie. La France n'a limité son mandat qu'en 2008 sous Sarkozy. Avant, il n'y a pas de limitation. Si. Sous la 5e République, il n'y a pas de limitation. C'est parce que, le pouvoir, ça fatigue tellement. Et quand tu fais 2 mandats, et à l'époque, surtout, ils étaient même sur des septennats. Quand tu fais, on a vu Mitterrand, à la fin de 2 septennats, là, il était fatigué. Voilà. Donc, c'est un peu plus ça. C'est ce qu'il faut expliquer. Donc, est-ce qu'on peut trouver un autre système? J'en sais rien. Il faut peut-être évoluer. Mais pour le moment, c'est celui-là qu'on a. Et c'est celui-là qu'on exploite avec ses insuffisances. Et dans d'autres pays, il marche bien. C'est ça. Sauf que le Mali veut tourner le dos à la France. On a vu cette histoire de Wagner. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, Poutine a même confirmé, n'est-ce pas, que Wagner est là, sauf qu'il n'a pas de relation avec l'État russe. Et les Maliens disent non. Est-ce que ce choix de changement de partenaire, on laisse le Mali faire son choix? Sur le plan de la souveraineté, oui. On laisse le Mali faire son choix. Mais moi, vous savez, j'ai fait mémoire de ma sœur sur les conflits armés en Afrique. Et je parlais du cas de la Somalie et de la Sierra Leone. Les mercenaires ne sont jamais une solution. Parfois même, ils sont un problème dans un problème, pour 2 raisons.
La première, c'est que les mercenaires ne sont pas astreints aux règles d'engagement internationaux. Un Français qui tire un civil, un Togolais qui tire un civil, ça fait scandale. Un mercenaire qui tire un civil, il répond de qui? Il répond de personne. Donc, d'abord, c'est les règles d'engagement. La deuxième chose, c'est sur le coût. Un mercenaire russe coûte autour de 1 million par jour. Ah bon, un seul? Ouais. Mais non, 1000 euros plutôt par jour. C'est ça. 1000 euros, ça fait à peu près 650 000 par jour de combat. Donc, l'ennui, c'est que là où nos gars aujourd'hui de la CEDEAO qui sont le combattre, avant qu'ils ne rentrent sous le règne de l'administration, c'est le Togo qui les payait. C'est-à-dire que quand ils sont allés en mars 2013 pour aider à arrêter la colonne d'Ansardine qui descendait sur Bamako, c'est le Togo qui les payait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais maintenant, c'est que si vous prenez des mercenaires, c'est vous qui les payez. Et ça coûte très cher. Donc, règle d'engagement et coût et l'efficacité assez relative. Pourquoi? C'est que aujourd'hui, nous parlions tout à l'heure de la guerre asymétrique. Les gens ils viennent, ils tirent, ils disparaissent. Si vous aussi venez, vous ne les voyez jamais. Donc les quelques rares fois que vous avez, vous affrontez, mais c'est que vous, comme vous n'êtes pas une troupe qui occupe le terrain, quand vous partez, ils reviennent. C'est ça. C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de sites au Mali, surtout dans le nord, est-ce que ce soit Menaka, Gao, Tessalite, tout ça, sont aujourd'hui sous le contrôle des troupes de MINUSMA. C'est pour ça qu'il y a plus ou moins une sécurité là-bas. Parce qu'ils occupent le terrain. Mais aujourd'hui, il faut quand même rappeler à tous ceux qui nous écoutent que c'est 20 000 troupes de la MINUSMA qui sont aujourd'hui au Mali. Et on ne parle pas de 20 000 Wagner. Wagner, ils vont arriver à 300, 400, 500. Et puis après, ils font le coup de feu et partent. Donc, le type de conflit, si vous avez des ennemis qui sont armés, qui sont quelque part, que vous venez d'être les mercenaires, ils affrontent, ils font la guerre et ils s'en vont, ça va. Mais le Mali, quand même, c'est 1000 km², hein, chef. C'est pas 56 600 km² de chez nous ici. 1000 km². Et la région nord, c'est-à-dire que la région que les Touaregs appellent la Zawad, c'est à peu près 800 000 km². C'est beaucoup. C'est grand. C'est beaucoup. Donc, pour occuper ce terrain-là, c'est uniquement que les forces gouvernementales qui peuvent le faire. C'est ça. Et là, ces forces aussi, Barkhane ou Takuba, il n'y a aucun intérêt pour eux dans cette histoire, parce que c'est aussi ça ce qu'on dit, hein, que ce sont les richesses, n'est-ce pas, du Mali qui sont raison pour laquelle ils ne voulaient pas quitter. Bon, pédagogie. Oui, encore. Oui. Le Mali a 2 ressources qui sont l'or, 60 tonnes à peu près, qui sont déclarées, et on évalue à 30 tonnes qui ne sont pas déclarées, qui ne sont faites par les orpailleurs locaux, et le coton. Tout l'or du Mali part à Abu Dhabi. Et aujourd'hui, on a 12 sociétés minières, dont des Néerlandais, des Canadiens, des Sud-Africains, des Britanniques, qui exploitent ce l'or là sous licence, et donc ils reversent ce qu'ils doivent reverser. Et l'or aujourd'hui, ça fait à peu près 70% des produits d'exportation, 25% à peu près du budget du Mali. Après, c'est le coton. Le coton qui part aussi principalement en Inde ou en Chine. Donc, aujourd'hui, sauf s'il y a d'autres ressources que nous ne connaissons pas, aujourd'hui, et la France et Takuba, donc toutes les choses, s'ils ont un intérêt quelque part, c'est beaucoup plus à l'est au Niger, avec les mines d'uranium. Parce que 30% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires en France vient du Niger. Qu'on me dise aujourd'hui que la France est là peut-être pour protéger les frontières du Niger, je le comprends. Mais la chose aussi qu'il faut accepter, c'est que les puissances ne viennent pas en Afrique pour nos beaux yeux, cher ami. Ça, c'est clair. Ils viennent pour nous exploiter, s'ils peuvent nous exploiter. Parce qu'eux-mêmes, ils se font la guerre là-bas. Actuellement, on entend parler de Kremlin, machin, un truc là. Mais les puissances européennes se sont fait plus de guerres entre elles, de domination, que nous-mêmes ici en Afrique. Donc, oui, Chirac l'avait dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que leur intérêt. C'est normal. S'il y a des ressources que les gens veulent piquer, c'est à nous de nous défendre. En fait, ce qui est malheureux, c'est que nous jouons toujours les victimes. Ah, on est en train de nous voler. La plupart du temps, c'est nous qui volons, qui donnons aux gens. Disons-nous la vérité. Quand on prend le cas, par exemple, de notre pays, on a fêté tout récemment l'attentat de Sarakawa. En disant, ouais, Yadma avait voulu prendre 51% et on a fait le tuer.
On a nationalisé les phosphates. Qui ont bouffé l'argent des phosphates? Ce n'est pas nous-mêmes. Aujourd'hui même, on cherche même à privatiser les phosphates, on ne trouve personne. Aujourd'hui, toutes les sociétés qu'on a nationalisées, BTCI, tout ça là, pouf, privatisées. Donc, il ne faut pas que nous prenions nos propres turpitudes pour dire oui les Français. Moi, c'est mon analyse. Je ne dis pas que les Français viennent pour nos beaux yeux. Moi, en tant que militaire, l'utilité du Sahel pour les Français et les Européens, c'est ce qu'on appelle l'aguerrissement des troupes. C'est-à-dire que pour que les troupes continuent à s'entraîner, il faut qu'elles s'entraînent en milieu réel. Aujourd'hui, les endroits où les troupes européennes risquent d'être projetées, c'est en Asie. Et donc, elles ont besoin d'avoir un terrain d'entraînement, qui est le Sahel, pour pouvoir être facilement projetées en Asie. Donc voilà, c'est l'aguerrissement des troupes. Mais quand on parle des richesses, bon, vous savez, on a une sorte de fantasme. Et on dit, oui, les richesses, mais voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'or, les 60 tonnes du Mali, c'est Abu Dhabi, est exploité par des sociétés, voilà. Mais maintenant, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas de grandes sociétés qui peuvent exploiter notre or? C'est ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on joue toujours la victime, mais pourquoi depuis toutes ces années, l'or du Mali, c'est à peu près 900 tonnes, ou bien 1000 tonnes de réserve. Pourquoi on ne peut pas avoir une grande société qui exploite l'or du Mali et que d'avoir des sociétés étrangères qui viennent s'installer et que le peu d'orpailleurs qui font du truc traditionnel, ben, ça échappe à mon contrôle. C'est ça le problème. Au bout de 60 ans, si nous n'avons pas réussi à mettre des usines, je rappelle que le Vietnam a été libéré en 1914. Aujourd'hui, une bonne partie de ce que nous consommons au Togo vient du Vietnam. Nous, on a eu l'indépendance en 1960. Mais nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de fabriquer une casserole, nous ne sommes pas en mesure de fabriquer une machine qui marche. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on se remette en cause nous-mêmes. Maintenant, après, les Français, ils sont là pour les intérêts. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est clair. Bien sûr. Et ils ont raison. Moi, même si je peux aller avoir des intérêts en France en tant que président togolais, je le ferai. C'est ça. Ah, mais c'est clair, c'est normal. On termine sur le Mali très rapidement avec cette situation qui a conduit à une brouille diplomatique vraiment pas possible pour une fois à un pays africain qui renvoie un ambassadeur de France de son pays. Deux choses. Moi, je dis toujours deux choses. On va finir par m'appeler deux choses. Première, c'est pas... Le président Faure a déjà renvoyé un diplomate togolais. Un diplomate togolais étranger. Oui, un diplomate français plutôt. Oui. Je me rappelle plus l'année, c'était en 2017-2018. Et il y a eu effet de réciprocité, on a aussi renvoyé un. Donc, bon, sous le fond, c'est pas quelque chose de nouveau. Il n'était pas ambassadeur, non? Oui, je ne vis pas, mais c'est un diplomate qui était à l'ambassade de France, quoi. C'est-à-dire un diplomate accrédité au Togo. Donc, non, c'est pour dire que c'est pas la première fois qu'un État décide de renvoyer un ambassadeur français, parce que parfois c'est présenté comme l'acte de courage le plus Sundiata Keita réincarné, tout ça. Voilà. Deuxième chose, moi je ne supporte pas le ton paternaliste de Le Drian, qui parle des États africains. Il n'aurait jamais tenu un propos comme ça contre notre État européen. Et comme quelqu'un le précise à juste titre, le Mali vit la même situation que le Tchad. Pourquoi on n'a pas ce type, ce même ton vis-à-vis du Tchad? Et puis voilà, il y a beaucoup de pays africains, à la limite, quand vous parlez aujourd'hui de Paul Biya, d'Inguessan et tout ça, qui sont là depuis une trentaine d'années, ben, personne ne parle d'eux avec autant de mépris. Et ce n'est pas la première fois que dans un pays, il y a un coup d'État sur le sud. Donc, le ton condescendant, paternaliste, n'est pas correct. La réaction des Maliens, de toute façon, ça fait plusieurs années que la France bloque aussi la nomination d'un ambassadeur malien. Donc, en fait, ce n'est que voilà, ce n'est que une réciproque. À la limite, on peut même être admiratif sur le ton des Maliens aussi. C'est-à-dire que bon, ils disent on ne se laisse pas faire. Maintenant, après, c'est que comment ça va finir. Moi, souvent, il me rappelle Sékou Touré, avec la façon de dire oui, nous les Maliens, les intérêts des Maliens. Mais malheureusement, quand on regarde dans d'autres cas, comment ça finit, et souvent ça finit parce que nous aussi, nous les Africains, on n'assume pas nos responsabilités, on prend le pouvoir et puis, au lieu de penser à l'intérêt général, la plupart du temps, on pense à l'intérêt partisan et on mène nos concitoyens dans des situations qui font qu'ils sont obligés même de quitter pour partir, pour retourner chez les Blancs. C'est ça. Alors, Yéritama, quelle serait la solution pour une Afrique sans coup d'État, sans ces institutions faibles et fragiles qui ne tiennent pas le coup et qui laissent à toutes sortes d'aventures. Non, je crois que la CEDEAO, l'objectif de la CEDEAO justement, c'était de dire on réagit durement pour dissuader. Malheureusement, ça n'a pas marché, parce qu'après, il y a un coup d'État au Burkina. Et la CEDEAO s'est rendu compte que si on continue à bomber le torse, on risque d'avoir d'autres. Donc, ils ont joué plutôt tranquille. C'est ça. Voilà. Non, je pense que, je l'ai dit les deux choses. Il faut qu'on ait des institutions fortes.
on se rend compte qu'aujourd'hui que l'institution présidentielle n'est plus forte. Et qu'il faut qu'on ait des armées républicaines. Une armée républicaine, c'est une armée qui est assujettie au pouvoir civil. Donc, si on a les deux, oui. Mais maintenant, est-ce qu'on a tellement de coups d'État en Afrique que je ne pense pas qu'il y ait un remède miracle. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a eu les années 2000 où ça s'était plus ou moins calmé. Oui. Et là, 2010, là, ça a commencé... non, 2020 plutôt. Au début de 2010 jusqu'à 2020. Ça allait encore, mais maintenant 2020, à partir de 2020, là, ça a commencé, on dirait c'est un château de cartes qui s'effondre, quoi. Est-ce qu'il y a une solution miracle? Je ne pense pas. Il faut améliorer la gouvernance, mais on se rend aussi compte qu'en dehors de Guinée, les coups d'État aussi sont un peu liés à la situation sécuritaire. Oui. Donc du coup, il faut analyser ces coups d'État-là à l'aune de cette situation qui est une situation extraordinaire, exceptionnelle, et se dire que c'est peut-être parce qu'il y a cette situation sécuritaire. Maintenant, s'il y a un autre coup d'État dans un pays où il n'y a pas de terroristes et de djihadistes, on va comme ça se poser la question. C'est ça. Ça, ils ont tenté un peu en Guinée-Bissau, heureusement ça n'a pas marché, et pour que ça dure. Merci pour toutes ces précisions. Cet entretien tire à sa fin. Alors, quelle perspective d'avenir pour 2022? Que dit à quoi faut-il espérer? Plus de peur que de mal? Non, moi je pense que d'abord, c'est la misère qui crée toute cette situation. Il faut que les chefs d'État africains travaillent plus au développement local, parce que les richesses sont inégalement partagées. Et puis aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, vous avez vu par exemple quand le IBK est tombé, on avait des photos des folies de son fils. Et c'est des choses qui exacerbent au fait la frustration. Donc il faut qu'il y ait plus d'inclusion, plus de recherche à créer des situations propices à l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes, c'est l'emploi. Et quand vous voyez beaucoup de personnes sortir acclamer, les gens pensent que, par exemple, un coup d'État va changer la situation, mais après ils vont se rendre compte que s'il le faut, ça ne change pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut travailler plus à ça, donc à limiter la pauvreté dans les pays, à travailler sur la formation d'abord des élites. Et puis, je pense qu'il faut faire un travail sérieux avec les forces de défense et de sécurité qui sont chargés de nous défendre et qui ne doivent pas devenir le problème c'est-à-dire que l'un des outils du problème, alors qu'ils sont supposés de régler le problème. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler avec ces trois composantes: pauvreté, formation citoyenne et puis formation républicaine des forces de défense. D'accord. Un dernier mot, un vœu? Oh, ben écoutez, d'abord, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, donc je profite pour présenter mes vœux à vos fidèles auditeurs et téléspectatrices et téléspectateurs. Santé, quand on a la santé, c'est tout. L'amour du prochain. Et puis la prospérité, que demander de plus? Voilà, c'est sur ces vœux du député Djeri Tama que se referme cette réflexion de rencontre et échange. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente journée à tous et à toutes. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. À très bientôt.